pour vous montrer l'étendard tricolore pour lequel a On était passé par Consenvoie, je me rappelle, d'Anvillers, Consenvoie. Et puis, ça marchait bien, c'était épatant. Parce que les Boches étaient là, mais ils étaient partis, ils s'en allaient. C'était merveilleux, ils étaient venus jusqu'à Mangienne. Et nous, on les avait repoussés, enfin, sans combattre même. Et nous étions arrivés dans le Luxembourg belge, n'est-ce pas, Virton et Aeth. Et là, à Virton, je me rappelle, où on est arrivé, il y avait encore les paysans là, belges qui étaient là. Je dis, mes pauvres enfants, vous voyez cette forêt là-bas? Alors, mais c'en est plein d'Allemands, pas toute la forêt là que vous avez devant vous. Et c'était pas loin, c'était à quelques centaines de mètres. On rigolait. Qu'est-ce qu'il vous raconte, le bonhomme? Eh bien, pas du tout, c'était bien vrai. Et le lendemain, en effet, les Boches, dès le matin, les Boches ont signalé leur présence par des attaques à droite, à gauche, enfin de tous côtés, ils étaient en nombre. Mais on a très bien résisté, et nous avions des pièces d'artillerie, qui faisaient un travail merveilleux, et c'était très bien, de sorte que c'était la fameuse bataille de Charleroi, cette bataille de Charleroi où nous étions l'extrême droite, de l'armée française, et par conséquent, nous avions affaire à l'extrême gauche de l'armée allemande. Eh bien, nous étions vainqueurs, et nous avons avancé le jour même, le 22 août, c'était ça. Le 22 août, nous avons avancé, n'est-ce pas, en Belgique, et tout allait bien, c'était passant quand c'est arrivé l'ordre de repli. Et quand l'ordre de repli est arrivé, nous avons été submergés à ce moment-là, par je sais pas combien, mais de régiments allemands, mais c'était insensé. Il y en avait de tous les côtés, partout, tout l'horizon était plein, mais plein. Ils n'étaient pas en ligne de tirailleurs, ils étaient en colonne par quatre. Mon Dieu, tout ça, ça venait presque quelque chose, de sorte qu'à un moment donné, quand nous avons eu les pièces d'artillerie qui étaient avec nous de notre côté, les pièces d'artillerie françaises, qui ont été embourbées, parce que dans un endroit ils passaient, les roues ne tiraient plus, et les Boches étaient à peut-être, je sais pas moi, peut-être 500 mètres, ils allaient prendre les pièces d'artillerie, il y avait toute une batterie, il y avait 4 pièces. Et à ce moment-là, j'ai assisté. Nous étions en soutien d'artillerie, par conséquent, nous étions un peu sur la hauteur. J'ai assisté à une charge, et qui était exactement la charge de Réchauffel. Exactement pareil. C'était le 14e hussard d'Alençon. 14e hussard. Ben mon Dieu, le 14e hussard a chargé à Virton-Est, là-bas, de façon épatante, pour dégager les pièces d'artillerie. Et il les a dégagées. Les Boches n'aimaient pas beaucoup qu'on les charge, tu sais. Il les a dégagées, les pièces sont rentrées chez nous, et nous, l'ordre de retraite, général est arrivé, puisqu'ils étaient enfoncés à Charleroi. Nous ne pouvions pas rester, nous, il n'y avait rien à faire, nous aurions été faits prisonniers, toute l'aile droite française aurait été faite prisonnière. Alors nous sommes partis. Alors là, nous avons fait des marches, mon Dieu. Toutes les nuits, on marchait. Et toutes les journées, on marchait. Et de temps en temps, on s'arrêtait dans un patelin, mais on était dans le patelin, on était arrêtés, les Uhlans étaient derrière nous, ils étaient à cheval, nous étions à pied, on faisait 60 km par jour. Et tout ça en retraite, et on ne s'expliquait pas pourquoi on était en retraite comme ça. Alors ils passaient les boniments les plus extraordinaires, on n'avait pas de nouvelles. Et il y avait des gens qui disaient, pensez, les Boches, ils sont à Paris, parce qu'ils disaient, oh, qu'est-ce que vous nous racontez? Mais oui, mes enfants, les Boches sont à Paris, pas vous êtes. Oh,
ça. Alors on est descendu, on est arrivé en se retirant comme ça. On laissait les passants, comme je t'ai expliqué. Quelquefois, on ne bouffait pas. Hein. On n'avait ni pain, ni viande, ni rien du tout. On mangeait des prunes, c'était des mirabelles. Ah, il y en avait des mirabelles, mon vieux. Alors tout le monde se gavait de mirabelles, ils attrapaient des dysenteries, c'était tordant, c'était mon vieux, quelque chose d'épatant. Alors, les mirabelles, c'est bon la mirabelle. Alors, je me rappelle qu'un jour, ça c'était quelques jours après, à un croisement de route, j'en trouvais une espèce de fourgon militaire qui était rempli de bistecs cuits. Des bistecs qu'ils avaient fait frire, tu sais, ils les avaient jetés comme on fait frire du poisson, dans des immenses bacs de friture probablement, et ils avaient retiré ça à l'écumoire, etc., et puis ils avaient mis ça. Et quand nous sommes passés, mon Dieu, les types, ils étaient tellement pressés, n'est-ce pas, de s'en aller, ceux qui avaient amené cette voiture-là, ils avaient reçu l'ordre de l'amener à un croisement de route. Alors, c'est tellement pressé qu'ils n'attendaient pas pour donner un bistec que les gens passent, tout ça. Ils nous jetaient les bistecs comme ça. Là, et on attrapait un bistec, et puis on mangeait un bistec, sans pain, sans rien du tout, on n'avait rien. Alors, nous sommes arrivés comme ça, nous sommes descendus, nous sommes arrivés jusqu'à Longuillon, Et là, nous sommes passés, nous avons traversé tout ça. Alors, il y avait beaucoup de blessés français. Et nous avons été nous établir devant Marville, dans un petit bassin qui s'appelait Ham-les-Saint-Jean. Et là, on a fait les Hulans qui nous talonnaient, on a fait un officier de Hulan prisonnier. On a tué 2 Hulans. Et on a fait un officier de Hulan prisonnier, mais on ne savait pas quoi en faire. Alors on l'a emmené avec nous. Et je me rappelle la nuit qu'on a passée, à Marville, à Ham-les-Saint-Jean, il était avec nous, là, et on parlait avec lui, comme avec un copain, on se racontait des histoires, parce que il avait été à Paris, il avait été étudiant à Paris, il avait passé 3 ans à Paris à l'université, c'était pas trop mal, alors il parlait en français, j'ai pas besoin de te dire, excessivement pur, c'est merveilleux, et il était érudit, il était cultivé. Et alors, il a passé la nuit avec nous, comme ça. Alors, on était en train de parler. C'était épatant. Et alors, mais ce qui n'était pas épatant, c'est que les Boches ne pas nous suivaient, comme je te l'ai dit. Et c'était en passant à Longuillon, où se trouvaient tous les blessés qui étaient là, qui étaient soignés dans Longuillon. Ben, ils étaient arrivés avec les pétroleuses, là, le pétrole qu'ils avaient dans des bidons, ils aspergeaient toutes les maisons avec le pétrole, et derrière les types qui passaient avec les lance-flammes, et puis les torches, ils avaient des torches enflammées qui jetaient, tout ça, ils faisaient brûler tout ça, donc j'ai assisté à l'incendie. Nous étions, c'était pénible de voir ça. Nous étions environ à 1 kilomètre du patelin. Et ça brûlait de tous les côtés. Et nous entendions les cris des blessés, n'est-ce pas, qui étaient là-bas, et qui brûlaient qui brûlaient dans les hôpitaux, des hôpitaux de fortune. Il y en avait dans les écoles, il y en avait à la mairie, il y en avait partout, des blessés. Ah, alors, ça, nous étions à Ham-les-Saint-Jean. Alors, à Ham-les-Saint-Jean, il y avait devant Marville, il y a une petite rivière, je crois que ça s'appelle l'Autan. Je crois bien que c'était l'Autan. Alors, nous étions en avant de la rivière, et nous étions, je ne sais pas pourquoi, on ne devait pas en position dans ce machin-là, nous étions pas sur la hauteur. Nous avions passé la nuit sur la hauteur, et probablement pour qu'on ne nous voit pas. Alors, on nous avait fait descendre dans la vallée. Alors, on était installés là dans la vallée, on attendait.
Et puis à un moment donné, alors on avait mis des hommes là-haut sur la hauteur, n'est-ce pas, pour surveiller pas l'arrivée de l'ennemi. Et puis, pas de nouvelles, on n'avait rien du tout. Les hommes n'en donnaient pas. Ah, alors à ce moment-là, on a dit, mais il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Et il faut que quelqu'un monte là-haut pour voir. Et je suis monté, moi, pour aller voir. Ah, ça, c'était tordant. J'ai trouvé mes 2 sentinelles. Ils étaient accroupis, comme ça, par terre. Et puis, ils ne pouvaient pas voir. D'en bas, il nous semblait qu'ils étaient sur la crête. Mais c'est pas vrai. Pour être sur la crête, il aurait fallu qu'ils fassent encore une centaine de mètres. Alors là, ils auraient été à découvert de l'autre côté et ils auraient vu ce qui se passait dans le ballon de l'autre côté. Et bien, ce qui se passait dans le ballon de l'autre côté, c'était un drôle de truc, mon vieux. Un truc, quelque chose de sensationnel. C'était l'armée allemande entière qui arrivait, quoi. Cavalerie, artillerie, etc., infanterie, non pas seulement sur la route et tout ça, mais partout, dans les champs, partout, tous les côtés. Et il y en avait qui étaient déjà presque arrivés à Marville et nous étions encore à Amelay-Saint-Jean. Bon, oui, alors quand je suis descendu en vitesse, pour raconter ça, vous dites, me dire, bon, allez, il faut ficher le camp. On était fait prisonniers, d'ailleurs. Nous avons eu une section entière qui a été faite prisonnière. Celle qui nous couvrait sur la gauche, ben, elle a été faite prisonnière en entier, les pauvres types. Quoi. Ils avaient terminé la guerre pour faire ça, ils ont fait une drôle de captivité après. Alors, les Saint-Jean. À ce moment-là, il y a les pièces d'artillerie françaises, il y avait là 4 ou 5 pièces d'artillerie françaises. Alors, il y avait un vieux commandant d'artillerie, je vois toujours, qui avait enlevé son képi, il avait des cheveux blancs, bon, ça devait être un réserviste. Il avait enlevé son képi, puis il criait « Les colonnes d'infanterie, à moi !» Et les Boches étaient sur lui, presque. « Les colonnes d'infanterie, à moi !» Alors, nous, qu'est-ce que tu veux, on était en train de ficher le camp. On a fait demi-tour, et on a fait comme si on montait à l'assaut. Ah, les Boches, ils ont eu peur, ils voulaient pas d'accrochement. Ils voulaient pas être accrochés, tu comprends, à ce moment-là, il devait y avoir quelque chose. Ah ben, non seulement ils ont arrêté leur marche, mais ils ont disparu. Les pièces d'artillerie sont arrivées, ils sont descendus avec nous. Et alors nous étions arrivés dans le bas, mais pour aller dans le bas, pour sortir de l'endroit où nous étions plus sous le feu des mitrailleuses et tout ça, on était couverts, ça faisait le ballon, n'est-ce pas, avec l'inclinaison qu'il avait, et puis les maisons de Amelay-Saint-Jean et tout ça, nous étions défilés entièrement, il n'y avait rien à faire. Mais il y avait un pont pour traverser cette sacrée rivière, l'Autun. Les premiers qui sont arrivés sur le pont, ça, ils ont été dégringolés. Les Boches avaient mis des mitrailleuses qui prenaient le pont en enfilade. Et alors ça, les premiers qui sont passés là. Et pour ça, il fallait passer, autrement on était tous prisonniers. Et l'artillerie était avec nous. C'est là où j'ai vu un pauvre fantassin qui a été tué par un cheval d'une façon idiote. Ces chevaux, il y avait qui étaient blessés, il y en avait qui traînaient. Il y en avait alors, ils se cabraient, les artilleurs les piquaient avec les sabres pour les faire avancer. Ils voulaient aussi les sauver les pièces et tout ça. Et alors il y a, voilà, le chemin sur lequel on était pas large. Et il y a un cheval qui s'est cabré, un cheval d'artillerie, qui dégringolait d'un seul coup. Bon, il a collé son pied, là, son sabot sur la tête d'un type à côté. Était survie. S'il n'avait pas été tué par les Boches, il était tué par un cheval français. Et que, tu sais. Et alors, on est arrivé au pont. Et au pont, alors, au lieu, personne n'osait passer. Parce que c'était les balles qui sifflaient, tout ça. Alors, on était en train de se concerter. Puis je vois toujours, il y a un adjudant que je ne connaissais pas d'ailleurs. Un adjudant qui tout d'un coup, n'est-ce pas, se met en avant, pas. Il dit, allez, à la baïonnette au canon, pas. Ah, on a
détruire les saillies, on les attaquait, tous les hommes des baïonnets au canon, et en avant, maintenant, hop là. Et il a fait passer le pont. Et on a passé le pont, parce que les Boches ont été surpris, ça a été tellement rapide, tellement vite, on s'est surpris, ils ont tiré. Je crois qu'il y a eu quelques blessés, mais il n'y a même pas eu de morts, de types qui sont tombés définitivement. Alors nous sommes arrivés à Amelay-Saint-Jean. Amelay-Saint-Jean, c'était sur la hauteur, il fallait grimper. Mais on était défilés là, par les maisons, montés dans des petits machins. Les Boches ne nous voyaient pas, ils ne pouvaient pas nous tirer dessus. Avec l'artillerie qui donnait, mais l'artillerie, ça c'était moins grave. On n'en avait pas trop peur de l'artillerie. On avait davantage peur des mitrailleuses. Et alors on est arrivé à Amelay-Saint-Jean. Amelay-Saint-Jean, on débouche sur une place en haut, c'était la place de l'église, par une espèce de poterne. On arrive là sur la place. Et sur la place, il n'y avait personne. Tout le village de Marville, tout ça s'était abandonné naturellement. Mais il y en avait un qui était resté, c'était le curé. Alors le curé était sur la place. Il avait retroussé sa soutane. Il était en civil, presque. C'est pas comme les civils d'aujourd'hui. Il avait sa soutane, il l'avait gardée. Mais il avait retroussé sa soutane et il y avait une espèce de ficelle qui la tenait pour que ça ne gêne pas les jambes. Et il se faisait les 100 pas sur la place en disant son chapelet et en donnant la bénédiction à tous les types qui passaient. Ils passaient par 4, 5, les types forcément. Il n'y avait plus d'ordre ni rien chez nous de notre côté. Nous étions presque mélangés avec les Allemands. Quand nous étions en haut, les Allemands étaient dans Marville, ils étaient en bas, peut-être à 150 ou 200 mètres. Alors, ils donnaient la bénédiction. D'ailleurs, après, nous avons su que le curé de Marville, ce curé-là, les Boches l'avaient fusillé le lendemain. Et oui, parce qu'on leur en avait tué pas mal, là, des Boches quand même. Alors, ils ont cru que c'était des francs-tireurs. C'est pas des francs-tireurs. C'est vraiment les machins. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je raconte ça, là. Tout à fait décousu. Mais ça fait rien. Alors, le brave curé est passé, je suis passé. Moi, j'étais, là, j'avais peut-être 7 ou 8 hommes qui étaient avec moi. Il y en avait de ma section, il y en avait qui n'étaient pas même de ma section, mais ils me suivaient. C'est comme ça, c'est la guerre. Et alors, on s'en allait. Et voilà, tout d'un coup, on avait fait peut-être 1 kilomètre de Marville, on avait quitté 1 kilomètre de Marville, et il y avait là une petite colline. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit arriver? Un dragon français, avec l'oriflamme. Et alors, sais-tu qui c'était? C'était Binet-Valmer, qui me connaissait très bien, puisque moi, à ce moment-là, j'avais fait l'impression de ses bouquins. Il avait fait un bouquin, entre autres, sur les métèques. C'était un Suisse, Binet-Valmer. Et c'était un Suisse qui s'était engagé pour la durée de la guerre en France. Et comme il n'était pas soldat français, qu'il n'avait pas fait d'études ni rien du tout, on l'avait collé comme estafette, secrétaire, enfin estafette, du général de Trintignant. Et alors, tout d'un coup, il s'amène, dit, estafette du général de Trintignant, qui est-ce qui commande ici? Et personne, je m'approche, je me dis, c'est moi, alors, dis, Fiodon? Elle dit, oui, c'est moi, pas. Ah, Binet-Valmer. C'est pas ordinaire, hein, ce truc-là. Alors, il dit, ben voilà ce qu'il faut faire. Il dit, il faut rassembler tous les hommes que vous pourrez, le plus que vous pourrez, et vous allez les faire mettre sur la côte que vous voyez, là, environ à 1 kilomètre d'ici. Alors là, ça faisait une petite colline. Alors, sur le haut de la colline, qui ne se cache pas, hein, qui marche en long, en large sur le haut de la colline, de façon à ce que l'ennemi, de loin, se figure que la colline est occupée. Voilà. C'est pour retarder l'avance allemande.
Il y aura rien, mais on va leur faire croire qu'il y a quelque chose. C'est que, et en effet, avec mes bourses, on s'est resté sur la colline, là, à se balader, à se croire que c'était pas drôle. On n'a pas eu de perte, parce que les Boches, ils nous tiraient au-dessus de nous, quoi. Ils tapaient en avant encore davantage. On n'a pas eu de perte, rien du tout. Mais on devait faire ça jusqu'au soir. Alors, je te prie de croire qu'ils attendaient avec une vitesse que le soir, ça leur paraissait jamais. Alors, quand la nuit est arrivée, à peu près, qu'on ne voyait plus, alors j'ai dit, allez, hop, maintenant, Dents-sur-Meuse. Il fallait aller à Dents-sur-Meuse, c'était l'endroit où nous devions nous regrouper tous. Nous sommes arrivés à Dents-sur-Meuse, il devait être minuit ou 1h du matin. Et alors à Dents-sur-Meuse, quand il y avait le pont sur la Meuse, alors les hommes sont d'abord rentrés dans les bistrots, partout, tous les côtés où ils pouvaient, parce que tout le temps était encore, les bureaux de tabac, il y avait encore tout le tabac, il y avait tout. C'était plus, les Français n'étaient plus là, mais il y avait toute la marchandise qui était restée. Ils sont rentrés là-dedans, alors il y avait qui prenaient des litres de bière, des machines, etc., tout ça, crevant, des litres de liqueur, de tout ce qu'ils pouvaient trouver, du tabac pas trop, on n'en manquait pas du tabac encore à ce moment-là. Et alors, bref, ça avait du temps. Alors on arrive sur le pont. Bon, et quand on est arrivé sur le pont, là à ce moment-là, on était groupés davantage. Il y avait même quelques officiers. Là. On devait être une centaine d'hommes, de différents machins. C'était pas simplement mon bataillon, il y en avait tous. Alors, le type qui commandait, là, le génie, dit comment? Alors c'est fini, il n'y en a plus, vous avez une chance inouïe, hein, parce que 2 minutes plus tard, vous passiez pas, on fait sauter le pont. Ah, mon Dieu. Alors on s'est dépêché de passer le pont, et en effet, si on n'était pas loin de l'autre côté, quand le pont a sauté, c'était pour empêcher l'armée allemande de venir. Alors ça, mais nous en sommes loin du quai Mont-Santerre, là. Ça fait rien, mais j'y arriverai. C'est comme ça. Quand tu parles de quelque chose, alors, hop, tu te fais entraîner, tu te laisses entraîner. Alors, là, de Dents-sur-Meuse, enfin, Dents-sur-Meuse, ça a été très beau, Dents-sur-Meuse, parce que alors, c'est pas nous qui avons donné. Nous étions en soutien, mais nous avons assisté à toute la bataille, qui était magnifique. Les journaux français, entre autres un journal qui était très enthousiaste, c'était très patriote, qui était épatant, qui s'appelait l'Écho de Paris. Alors, l'Écho de Paris, à ce moment-là, avait dit avec Maurice Barrès, alors, avait dit, la Meuse charrie des cadavres, tellement de cadavres qu'on peut passer d'une rive à l'autre sans se mouiller. Ça, c'était la vérité. Il y avait tellement de cadavres allemands, là, dans la Meuse, parce que là, ils avaient cru pouvoir passer les Allemands. Ils avaient fait des passerelles, ils avaient monté des ponts de bateaux, et nous, on était là, on les voyait monter les ponts de bateaux, et ils avaient même passé de l'autre côté, ils avaient passé plusieurs régiments. Sur notre côté, nous étions, nous, à peut-être à vol d'oiseau, nous étions à 500 mètres d'eux, des Boches à ce moment-là. Et on les voyait, nous, on disait, mais qu'est-ce qu'on attend pour tirer? Interdiction de tirer, quoi que ce soit, il n'y a rien du tout. Oui, mais quand ils ont tiré, ça a été beau. Parce que des pièces d'artillerie françaises que nous ne connaissions pas, nous, des 75 qui étaient bien camouflés partout de tous les côtés, mais on dirait à un moment, hop, à leur hache, ont ouvert le feu. La première des choses, ils ont tiré sur les passerelles en bois, ils ont tout fait sauter, ça n'a pas été long, de sorte que les Boches, qui étaient passés de l'autre côté, qui étaient encore massés sur les rives de la Meuse, à ce moment-là, alors il y a 2 régiments de Sénégalais
enfin, des nègres sénégalais, n'est-ce pas, qui étaient camouflés au sud, côté français, qui sont tombés là-dedans. Les Sénégalais n'y allaient pas à la baïonnette, ils y allaient à coups de crosse, ils assommaient à coups de crosse, c'était un vrai carnage, quoi. Et puis après, ils poussaient les types dans l'eau, là, dans la Meuse, de sorte que pas un homme n'aurait pas pu le faire. Mais je parie qu'un chien, en sautant, dans le cadavre sur l'autre, comme ça, la Meuse n'a pas beaucoup de courant, on n'en avait pas beaucoup, en tout cas, voilà, c'est profond. Il aurait pu passer d'une rive à l'autre, un chien. Pas tellement lourd, un chien, en passant là, il pouvait sauter, quoi. C'était tranquille, il y en avait. Et alors de là, eh ben, nous sommes partis, et nous sommes arrivés, nous avons passé toute l'Argonne, les forêts de l'Argonne, et nous sommes arrivés à Sainte-Menehould, où on nous a embarqués, là, Sainte-Menehould. Et puis l'embarquement a été rapidement fait. Ça a été quelque chose, parce que nous étions dans la gare de Sainte-Menehould quand les Allemands ont commencé à tirer sur la gare, sur le machin, etc. Alors, les trains qui étaient à suppression, prêts à partir, c'est sûr que le coup des hommes, 30 hommes et 8 chevaux, ça allait vite. Si on avait 35, ça fait rien. Si on avait 24, ça n'avait pas d'importance. Mais ça, tout le monde rentrait dans les wagons. Et quand le train est parti, il y en avait encore sur les marchepieds qui... ça allait vite, je t'assure, c'était... Eh oui. Et de là, on a été passé par Dijon. Parce que ce qu'on nous avait raconté était parfaitement vrai. Les Boches étaient tout près de Paris. Ils étaient à ce moment-là, ils étaient arrivés, les avant-gardes allemandes étaient arrivés jusqu'à Chantilly. Chantilly, c'était... Et alors, on ne pouvait pas passer, toutes les lignes de l'autre côté, elles étaient coupées. Alors on est arrivé par l'embarquement, là, Dijon, pas Dijon même, ma femme, tout le machin. Alors de sorte que nous sommes arrivés à Paris, en partant de cet endroit-là, nous sommes arrivés à Paris par la gare de Lyon, et par Melun, alors. Et alors c'est là où nous avons mangé du pain. Il y avait 14 jours exactement qu'on n'avait pas eu un morceau de pain. Ça te dit rien, ça. Hein? Et là, nous avons mangé du pain. Parce qu'il y a le train, les hommes avaient quitté les wagons, ils étaient montés sur les toits, il y en avait qui étaient... Il y a même eu 2 accidents en passant dans un tunnel sous un pont, un petit pont qui formait un peu comme tunnel. Les hommes qui s'étaient redressés de troupe, il y en a eu 2 qui n'ont pas été tués, mais qui ont été esquintés. Alors ils étaient sur le toit des wagons, on les était bien là-dessus, c'était rallongé, ça allait pas très vite, il fallait voir ça. Je crois qu'on a mis 74 heures pour aller de Sainte-Menehould à Paris, pour arriver à Pantin, à Paris. Et alors là, à Melun, il y a un matin, comme ça il pouvait être 9h du matin, il y avait un boulanger qui faisait sa tournée, avec le pain, qui avait toute une voiture remplie de pain, c'était des couronnes. Et alors, oui, alors il y a un type qui était là, alors il s'était arrêté avec sa voiture pour regarder le train de soldats qui était en soupe. Alors tout d'un coup, il y en a un qui était sur un toit qui dit « Ah, du Bridgestone !» Alors, ça allait passer, quoi. Le boulanger, il dit « Oui, c'est du pain, oui, pourquoi ?»« Ah, mais bon, depuis le temps qu'on n'en a pas. » Il dit « Vous n'en avez pas, le pain? Vous en voulez ?»« Ah oui, mon vieux, alors si tu parles, si on n'en veut pas. » Alors il a acheté toute sa marchandise, tout ce qu'il avait dans sa voiture. Je sais pas combien de pain, une centaine de kilos, il y avait des centaines de kilos de pain. Et alors tout le monde a eu du pain. Il était bon, on a trouvé que c'était aussi bon que la meilleure des brioches qu'on pouvait manger.
Depuis le temps qu'on n'en avait pas eu, et il était tout frais, c'était craquant, on ne bon pas, merveilleux. Et oui, voilà. Sans doute pourquoi cette maison de beauté, ce temple illustre de Dieu et de notre âme, n'a point trouvé grâce devant eux dans la récente guerre. Les Allemands occupèrent Reims du 3 au 12 septembre 1914. La victoire de la Marne les